Voilà, c'est parti. Parfait. On t'écoute. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses, Nicole Boubet et moi, de vous retrouver pour ce webinaire qui va être consacré à la prévention par la détection. Et nous allons aborder la question du recours au logiciel de détection de similarité. Voilà, donc pour ma part, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et chercheuse au CREM, au Centre de recherche sur les médiations. Et Nicole, si tu veux te présenter. Oui, alors je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et plus précisément à l'École supérieure des professorats et de l'éducation. Et je suis chercheuse au LERAS, un laboratoire comme le CREM orienté sciences de l'information et de la communication. Voilà, donc nous avons prévu aujourd'hui, j'ai un petit souci avec le dispositif que je prends en main, vous voudrez bien m'en excuser. Voilà, c'est bon. Donc, au menu d'aujourd'hui, si vous voyez correctement ce qui s'affiche, donc nous allons commencer par s'intéresser à comment nous faisons pour détecter le plagiat, nous, en tant qu'êtres humains. Ensuite, nous parlerons des logiciels de détection de similitude ou de similarité, des logiciels qui sont dédiés à ces tâches. Et puis, nous vous détaillerons un cas pour montrer l'importance d'interpréter correctement les rapports de ces logiciels. Dans la suite, nous verrons que, évidemment, ces logiciels ne sont pas tout puissants et nous évoquerons brièvement les questions de droit qui peuvent se poser avant de terminer sur des expériences, des retours d'expérience d'enseignants et d'étudiants. Alors, bien sûr, si vous souhaitez intervenir pendant le webinaire, poser des questions, vous pouvez le faire avec le dispositif de clavardage. Je suis en train d'essayer de l'afficher sur mon écran pour le voir. Mais pour le moment, il a disparu. Je prends en main le dispositif, alors vous voudrez bien m'excuser. Voilà, je vais l'afficher. Vous pouvez l'afficher et puis saisir vos messages si vous souhaitez intervenir. Et de toute façon, nous allons vous solliciter à certains moments pour intervenir. Bien, alors, pardon. Donc, si on souhaite détecter le plagiat, évidemment, on a déjà cherché à le faire, même si on ne dispose pas de logiciel dédié. Donc, parmi les indices sur lesquels on s'appuie et qui nous alertent lorsque on relit le devoir d'un étudiant ou un mémoire ou un rapport, les indices qui nous alertent, c'est d'abord souvent un style d'écriture qui est hétérogène. Par exemple, on observe des changements de style d'un paragraphe à l'autre et des manières de construire les phrases qui sont très différentes les unes des autres. Donc, on a l'impression que finalement, le devoir a été rédigé par différentes personnes. Un autre indice qui nous alerte, c'est un niveau de langue hétérogène, au sens où certaines parties du devoir vont être rédigées dans une langue très, très approximative du point de vue de la syntaxe et de l'orthographe, et d'autres vont être dans une langue parfaitement correcte. Donc, encore une fois, une hétérogénéité dans le niveau de langue utilisé, avec parfois des passages qui utilisent un vocabulaire un peu familier et puis d'autres qui utilisent un vocabulaire davantage soutenu. Un troisième indice qui nous alerte parfois, c'est l'incohérence du plan. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à percevoir la logique intrinsèque qu'il y a dans le devoir. On a l'impression qu'il est en fait une compilation de parties qui sont juxtaposées sans véritable enchaînement des idées et sans véritable transition aussi entre les différentes parties. Dans certains cas,
on peut être alerté aussi par les références bibliographiques qui sont mentionnées si le devoir ne comporte que des références bibliographiques anciennes. Hein. Et bon, évidemment, pour certains sujets, ça peut se justifier d'avoir des références bibliographiques uniquement anciennes, mais si le sujet s'y prête, on peut s'étonner du fait que l'étudiant ou l'étudiante n'ait pas fait appel à des sources un peu plus récentes. Et puis enfin, quand le plagiat est un peu grossier, on peut le repérer par une typographie qui n'est pas homogène dans le document. On a des changements de police de caractères, on a des changements dans la taille des caractères. Et puis on peut le voir aussi à travers les apostrophes, par exemple, hein, avec différentes formes d'apostrophes, de guillemets, hein, qui sont hétérogènes. Voilà, donc différents indices qui vont nous mettre un peu la puce à l'oreille et nous dire que le devoir n'a peut-être pas été uniquement fait par l'étudiant. Alors, premier partage d'expérience. Si mon diaporama veut bien avancer. Alors, voilà. On va vous faire réagir. Nous allons vous faire réagir si vous voulez bien afficher le clavardage que vous voyez normalement apparaître dans votre menu. On va vous poser la question suivante. Si vous n'utilisez pas de logiciel dédié pour vérifier ou pas s'il y a des similitudes dans un devoir avec d'autres textes, comment est-ce que vous faites pour confirmer ou non vos soupçons de plagiat? Voilà. Donc, vous pouvez répondre via le clavardage si vous le souhaitez. Alors, effectivement, on voit Daniel Bourri qui répond recherche dans Google, Marianne copier-coller dans Google. Alexandre nous dit c'est quasiment impossible. Donc, on voit que le plus grand nombre de réponses concerne Google. Une idée intéressante de René Asselin qui nous dit voir l'origine du fichier dans les propriétés de l'auteur. Alors ça, c'est vrai que c'est une stratégie intéressante, mais lorsque c'est bien l'étudiant qui a composé le fichier dans son traitement de texte en faisant des copier-coller, il apparaît néanmoins comme auteur. Alexis nous dit « Je passe certaines phrases plus louches dans Google, dans l'espoir de tomber sur le texte original. » Oui, donc c'est une stratégie courante. Donc, voilà, vous êtes à peu près tous d'accord sur une technique à laquelle on recourt très souvent. Donc, c'est effectivement aller dans un moteur de recherche web et choisir une phrase qui nous paraît suffisamment particulière, caractéristique, et faire une recherche. Alors, l'idéal étant de faire une recherche sur une expression exacte, c'est-à-dire entre guillemets dans les moteurs de recherche. Là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris une phrase d'un texte que j'ai commis par le passé. Et effectivement, quand je tape cette partie de phrase entre guillemets sur Google, il m'indique la source qui est l'article qui a été publié il y a quelque temps et qui est accessible en ligne. Donc, ça fonctionne. Mais ça fonctionne effectivement pas dans tous les cas. Là, j'ai utilisé un ouvrage numérique qui est accessible via notre bibliothèque universitaire. C'est un petit ouvrage publié dans la collection Repères, des ouvrages qui sont très utilisés par nos étudiants. Et puis, vous voyez, j'ai copié-collé une phrase, la pensée dominante du XVIIIe siècle est sur ce point un prolongement d'une partie de la philosophie grecque. Donc, il y a suffisamment dans cette phrase de termes un peu caractéristiques pour penser que
justement, elle peut servir à détecter le plagiat. Et si j'interroge avec cette phrase un moteur de recherche, eh bien, il ne me l'indique pas. Il ne me donne pas évidemment la source, il va m'en indiquer une autre. Pourquoi? Eh bien, parce que le moteur n'a pas accès à cet ouvrage numérique qui est librement accessible aux étudiants parce que notre bibliothèque est abonnée, mais qui n'est pas accessible au grand public sur Internet. Voilà. Donc là, la référence ne m'est pas indiquée. Au contraire, alors, est-ce que Google Scholar l'aurait détecté? Probablement pas mieux, parce que de toute façon, dans ses résultats, Google, le moteur général, va mentionner aussi dans ses résultats ceux qui sont issus de Google Scholar. Donc, je n'ai pas fait l'exercice avec Google Scholar, mais il est probable qu'il ne l'aurait pas détecté. En revanche, vous voyez que ici, le moteur va m'indiquer une autre référence qui semble assez plausible, et parce qu'il y a des termes qui apparaissent en commun dans cet article-là de la revue Le Philosophoire. Mais ce n'est pas cette revue-là qui était à l'origine de mon copier-coller. Voilà. Donc, le fait d'utiliser les moteurs de recherche, ça c'est une des limites des moteurs de recherche, c'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas toujours mentionner la source exacte parce qu'il y a une série de ressources qui sont très qualifiées pour nos étudiants et auxquelles les moteurs n'ont pas directement accès. Donc effectivement, Alexandre, le c'est quasiment impossible est tout à fait justifié. Alors Nicole dit ne pas utiliser les guillemets est plus efficace. Pas toujours, parce qu'on va avoir beaucoup plus de résultats et de ce fait, on n'aura pas forcément accès à la source, à la véritable source. Comme c'est le cas dans mon exemple, là sur le diaporama, on risque, si on ne met pas les guillemets, d'avoir accès à des sources qu'on appelle dont on va voir tout à l'heure que ce sont donc des fausses sources en fait. Voilà, donc Nicole maintenant va nous parler des logiciels de détection de similitudes. Merci Brigitte. Oui, alors si on a pensé évoquer, on pensait bien que vous alliez répondre tous pratiquement Google. Si on a pensé travailler sur l'exemple Google, c'est parce que le fonctionnement de reconnaissance des termes est identique dans Google et dans les logiciels de détection de similarité qui reconnaissent les lettres. Chaque lettre a un code lisible par la machine. Donc, Google, comme les logiciels de détection de similitudes, comparent des chaînes de caractères avec du texte de l'étudiant avec les textes qui sont disponibles en ligne dans le web et pour certains logiciels avec les textes qu'il a déposés dans sa base, typiquement dans une université, les textes d'étudiants. Qui ont déjà été analysés ou d'enseignants, de chercheurs. Alors, les logiciels sont des boîtes noires, donc on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. Néanmoins, quelques sources humaines et puis dans quelques travaux empiriques nous indiquent que, premier point important et qui constitue une limite des logiciels de détection de similarité, ce n'est pas le texte entier qui est analysé, mais des fragments. Le logiciel découpe en blocs le texte. Donc, on peut penser que ce découpage en blocs, en fragments, peut empêcher la détection de similitudes si la coupure se fait au milieu d'un texte plagié. Autrement dit, cette opération de fragmentation peut passer à côté d'un passage plagié, ce qui renvoie au faux négatif dont parlera à nouveau Brigitte ultérieurement. L'autre question qui constitue une limite, selon nous, des logiciels de détection de similarité, quels qu'ils soient, c'est, Brigitte l'a évoqué un peu plus tôt,
ces textes en ligne, la comparaison avec les textes en ligne. L'exemple de Brigitte d'un article dans une revue, dans une plateforme payante est révélateur. On se demande quels textes en ligne sont comparés avec les textes de nos étudiants, quid de l'exploration des articles de ces revues qui sont sous embargo, mais par contre, les étudiants, eux, y ont accès puisque il s'agit de revues payées par les universités. D'autre part, on se demande aussi comment est exploré le web. Est-ce que les logiciels de détection de similarité utilisent les moteurs du web, un moteur, plusieurs, ou bien ont-ils construit eux-mêmes leur propre moteur? Cette question du comment est importante parce que je pense à des travaux empiriques d'une chercheuse allemande dont on parlera ultérieurement, Brigitte et moi-même, qui a constaté, qui a fait quelques tests, on en reparlera aussi, qui a constaté que le repérage de similitudes était plus efficace dans la base fermée, ces textes stockés dans la base, un texte d'étudiant déjà analysé, stockés dans la base du logiciel, plus efficace dans cet environnement fermé que dans les documents en ligne. Donc, on peut penser que ce repérage de similitudes lorsqu'il s'agit de textes dans le web est peut-être pas si bien maîtrisé que cela, même s'il y a quand même, on le verra par la suite, une certaine efficacité, mais elle n'est pas optimale. Et bien sûr, l'ensemble renvoie à la qualité donc de détection des textes en ligne. Il est difficile d'être assuré de cette qualité. Et je vais te repasser la main, Brigitte, pour justement évoquer plus en détail les différents logiciels. Oui, donc il y a toujours un petit temps, un petit délai pour passer d'une diapositive à l'autre. Je vous prie d'excuser ce délai. Voilà. Alors, on ne va pas évoquer, il existe un très très grand nombre de logiciels qui sont dédiés, qu'on appelle souvent des logiciels anti-plagiat, mais on va le voir, c'est un mot qui est assez mal adapté. Je vais simplement ici évoquer les logiciels les plus connus et ceux qui sont davantage utilisés dans un cadre académique. Alors, on a peut-être le plus ancien, c'est Turnitin. Turnitin qui a été créé en 1998 par des étudiants aux États-Unis, mais qui désormais a des bureaux dans plusieurs pays. Ensuite est apparu Urkund. Alors Urkund, c'est un logiciel suédois qui a été créé en 1999. Il est multilingue, comme les autres d'ailleurs qui sont évoqués ici. Un plus récent, c'est Plagiarism Check, qui a été créé en Grande-Bretagne en 2011. Il y avait Ephorus, qui était néerlandais, créé par deux enseignants en Hollande en 2003, qui fonctionnait aussi très bien et puis qui a été absorbé, qui a fait une fusion-absorption avec Turnitin Netherlands en 2014. Et puis, il y a Compilatio, qui est français, donc créé en 2005, qui est aussi multilingue et qui est probablement le logiciel le plus courant utilisé par les universités françaises. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans leurs documents. Alors, à côté de ces logiciels qui sont très, très connus, peu à peu ont émergé des versions qui sont vraiment dédiées aux étudiants, c'est-à-dire non pas aux enseignants qui souhaitent détecter ou vérifier s'il y a du plagiat dans un devoir, mais que les étudiants peuvent prendre en main eux-mêmes pour vérifier leurs devoirs avant de les rendre à leurs enseignants. Et ça, c'est un marché qui se développe énormément. Alors, on en reparlera
peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces logiciels, hein. Donc, Nicole va maintenant nous parler de ces comparatifs. Oui, merci Brigitte. Juste avant, je voudrais répondre à David qui pose la question: suis-je le seul à ne pas aimer l'appellation commerciale logiciel anti-plagiat? Non, vous n'êtes pas le seul, parce qu'effectivement, il vaut mieux préciser, ça va être un peu le fil rouge de toute notre présentation, logiciel de détection de similitudes, et la décision sur le plagiat appartient à l'enseignant et pas au logiciel. Pour poursuivre sur les comparatifs de logiciels, nous avons recherché des comparatifs, et c'est très difficile d'en trouver, du moins des comparatifs indépendants. J'ai cité un peu plus tôt la chercheuse allemande une chercheuse allemande, il s'agit de Weber-Wulff, qui a fait des travaux de comparaison de différents logiciels pendant plusieurs années, vraiment la spécialiste. Et ce qui est intéressant, ce sont d'une part ces résultats, mais surtout ces réflexions sur la difficulté à établir des comparatifs. Alors sur les résultats, à partir d'un corpus fabriqué par les chercheurs et testant 16 logiciels de détection de similitudes, les résultats il y a une grosse majorité qui arrive à détecter différentes formes de plagiat. Là, on anticipe un peu, c'est-à-dire évoquons simplement rapidement le copier-coller mot à mot ou légèrement modifié ou d'autres encore. Eh bien, une grosse majorité de logiciels sont en dessous de 60% d'efficacité. Seuls 3 tiraient leur épingle du jeu et ne dépassaient pas 70% d'efficacité. Il y avait 3 logiciels qui étaient notablement insuffisants, 30%. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même que penser de ces comparatifs, puisque j'ai précisé que les logiciels n'analysaient pas le texte entier, mais des fragments de texte. Et ça pose un problème pour les comparatifs. Et justement, cette chercheuse note que selon le temps, hein, d'une heure à l'autre, voire elle précise 10 minutes après, les résultats sont différents des logiciels. Les logiciels ne repèrent pas eux-mêmes les mêmes taux de similitude, ne renvoient pas le même taux de similitude. Donc, c'est quand même assez difficile de s'appuyer sur ces comparatifs, même si on va dire, les produits les moins efficaces sont visibles et les plus efficaces sont aussi visibles, mais on reste dans une tendance, quelque chose de flou. D'autre part, l'autre difficulté, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans le web des comparatifs en ligne. Nous nous sommes amusés à chercher ces comparatifs qui ne sont absolument pas indépendants, et nous voudrions attirer votre attention sur ce type de comparatif qui n'est pas du tout fiable et qui sont en fait des publicités déguisées, ou dans certains cas, tu peux passer à notre diapositive, sont des véritables sites pour attraper les étudiants et leur vendre des devoirs tout faits. C'est le cas du site Scribe. Non, il y a une copie d'écran dans la diapo suivante qui offre un comparatif, et évidemment ils offrent un logiciel anti-plagiat, voilà, et ils sont en première place, mais vous voyez sur le côté gauche de l'écran, alors on voit des conseils pour ne pas plagier, et on voit aussi des possibilités de se faire aider de ces ventes de devoirs. Donc ce sont de véritables officines de vente de devoirs, absolument pas des sites qui sont fiables pour ces comparaisons de logiciels. Et avec Brigitte, on a un petit peu exploré, on a vu qu'il y avait pas mal de sites de ce type qui, à partir du plagiat et de la crainte pour les étudiants de plagier, sont des façons de leur vendre des produits corrigés, rédigés, etc.
L'autre type de comparatif que l'on peut trouver, ou du moins de sélection de logiciels entre guillemets anti-plagiat, c'est le site qui est Outitis, qui est très dans Twitter. Les tweets de ceux du webmestre sont très fréquemment retweetés. On a l'impression que c'est un prof sympa, passionné par le numérique, et qui propose une page sur 3 super logiciels anti-plagiat. Et évidemment, ce ne sont que… on voit dans à propos, qu'on a mis en bas de la diapositive, c'est donc une personne qui se présente comme ouvert à la publicité, etc. Donc, c'est simplement une source de revenus, ce site. Et on le voit dans l'argumentaire, dans les messages, tel logiciel a une gigantesque, compare avec une gigantesque base de données de textes académiques, etc., outils très complets. Compte tenu de ce que nous venons de dire sur les comparatifs indépendants, on voit bien qu'il ne s'agit que d'arguments de vente. Cependant, pour évaluer un logiciel entre guillemets anti-plagiat, il y a d'autres critères, et là je passe la main à Brigitte pour ces critères autres que l'efficacité dans la détection du plagiat. Oui, alors, parler d'efficacité de ces logiciels, c'est vrai que il y a Nicole évoquait tout à l'heure l'étude de Weber-Wulff avec ses collègues là, qui a travaillé pendant plus de 10 ans sur des tests de ces logiciels. Donc, qualifier l'efficacité de ces logiciels, c'est compliqué. Peut-être que parmi les critères aussi de comparaison de ces logiciels, il y a des critères un peu externes. Bon, évidemment, le coût, parce que ces logiciels ont un coût. La plupart fonctionnent par abonnement. Les institutions s'abonnent. Pour les étudiants, ceux qui sont dédiés aux étudiants, les étudiants vont payer à la soumission, mais ils peuvent aussi s'abonner pour une certaine durée. Donc, le coût, c'est un critère important. Les coûts sont non négligeables pour les institutions, puisqu'ils sont souvent en fonction du nombre d'étudiants de l'université. C'est compliqué d'avoir des chiffres sur ce point, puisque si vous allez sur les sites des différents logiciels que j'ai mentionnés, évidemment, vous pouvez toujours demander un devis, mais il n'y a aucun prix ou aucun tarif qui est affiché. Donc, il faut vraiment entrer en contact avec les sociétés pour connaître les coûts. Évidemment, les fonctionnalités de ces logiciels sont importantes. Alors, la plupart de nos jours ont des fonctionnalités similaires, mais il y a quelques nuances. On va les détailler sur la diapositive suivante. Un critère important, c'est l'ergonomie et la clarté de l'interface. On va voir tout à l'heure avec Nicole, on va déployer un exemple. Si l'enseignant ne peut pas comprendre facilement ce qu'il voit à l'écran quand il regarde les résultats du logiciel, et si ça lui prend beaucoup plus de temps de comprendre ce que lui dit le logiciel que s'il faisait les recherches lui-même, évidemment, ça ne sert à rien d'utiliser un logiciel. Donc, il y a l'ergonomie, ça recouvre à la fois la clarté de l'interface, mais aussi les facilités de manipulation. Un critère important, c'est la disponibilité des logiciels. Alors, il y a deux dimensions dans cette disponibilité. La première dimension, c'est la réponse en demande, c'est-à-dire est-ce que les opérateurs sont facilement, on peut facilement les contacter en cas de souci avec le logiciel, est-ce qu'ils répondent à ces demandes? Et dans certains cas, on a besoin de pouvoir les contacter rapidement. Et puis la deuxième facette de ce critère-là, c'est la réaction au bug. Là, vous voyez, bon, j'ai pris sur Twitter un petit message de Turnitin Status qui indique justement l'état dans lequel se trouve Turnitin à un moment donné, qui annonce qu'il y a des interruptions de service. Et sur Twitter, on peut voir, je ne les ai pas montrées ici, mais on peut voir l'angoisse
des étudiants quand le logiciel auquel ils doivent soumettre leurs devoirs ne fonctionne pas, est en panne, alors qu'ils ont un délai restreint et contraint pour le faire. Et puis, un critère aussi important, c'est la sécurité des données qui est confiée au logiciel. On l'a vu, là, on peut déposer des textes, donc on confie des documents au logiciel. Il faut effectivement que ces documents qui appartiennent aux étudiants, dont les étudiants sont les auteurs, soient correctement gérés. C'est-à-dire que il faut absolument qu'il n'y ait pas de fuite de données et que la question des données personnelles, à la fois des étudiants et des enseignants, soit correctement gérée. Alors en Europe, nous sommes encore plus attentifs à ces questions puisque la législation européenne a instauré une réglementation qu'on appelle le RGPD, la réglementation sur la protection des données personnelles, qui oblige les entreprises et les institutions à être vigilants quant à la gestion de ces données. Voilà, donc on va revenir maintenant sur la question des fonctionnalités qui sont intéressantes. Alors, la plupart des logiciels vont jouer sur par exemple, des couleurs pour mettre en évidence des similitudes entre les textes. Le texte que l'on veut contrôler et puis ceux qu'il a trouvé dans sa base ou en ligne. Donc, cette mise en évidence des similitudes entre textes, elle est évidemment précieuse parce qu'elle permet d'aller directement au passage suspect, dans le cas où le plagiat ne concerne qu'une petite partie. Fonctionnalité importante aussi, ce sont les formats de documents acceptés. Alors, la plupart des logiciels acceptent les documents qui sont issus des outils de bureautique classiques, traitement de texte, tableur, diaporama. Le PDF aussi. Tous ne traitent pas bien les documents qui sont compressés et archivés. Donc, cette question des formats de documents est importante. Une fonctionnalité importante aussi, c'est comment on fait pour soumettre au logiciel les devoirs que l'on souhaite vérifier. La plupart des logiciels permettent un dépôt par l'enseignant ou alors un dépôt directement par l'étudiant, soit que l'étudiant a une adresse en ligne où il va déposer son devoir, soit qu'il l'envoie par mail. Ça existe pour certains logiciels. Alors, évidemment, quand un enseignant a un grand nombre d'étudiants, le fait de devoir déposer lui-même les devoirs, ça prend pas mal de temps. Donc, la solution la plus économe en temps pour les enseignants, c'est que les étudiants le fassent directement. Certaines plateformes, d'ailleurs, certains logiciels disent que c'est aussi beaucoup mieux parce que ça permet aux étudiants d'être conscients que leur devoir va être analysé par un tel logiciel. Une fonctionnalité intéressante aussi, c'est que le logiciel soit intégré directement à la plateforme de cours de l'institution. C'est-à-dire que souvent les universités, enfin la plupart des universités en France maintenant, et je pense que c'est le cas au Québec aussi, utilisent des plateformes de cours en ligne. Nous, par exemple, on utilise Moodle à l'Université de Lorraine, en tout cas une version de Moodle. Donc, le fait de pouvoir intégrer ces logiciels à la plateforme, c'est un plus, puisque ces plateformes permettent aux étudiants de déposer leurs devoirs et il suffit d'actionner un paramètre pour que les devoirs soient examinés aussi par le logiciel de détection. Donc ça évite vraiment des manipulations pour les enseignants. Bon, une fonctionnalité importante, c'est l'existence d'une base partagée par institution. C'est probablement ce qui différencie les logiciels professionnels que j'ai évoqués tout à l'heure avec d'autres logiciels qui sont disponibles en ligne.
hein, c'est l'existence de cette base partagée et la possibilité d'inclure ou non un document dans cette base partagée ou de le retirer éventuellement de la base. Hein. On va en parler tout à l'heure à nouveau quand on évoquera les différents types de plagiat que l'on peut trouver dans nos expériences. Mais en tout cas, c'est un véritable plus hein, que ces bases partagées par l'institution. Et puis enfin, une fonctionnalité importante aussi, c'est la possibilité d'exclure certaines sources de l'analyse. Par exemple, dans mon université, les étudiants doivent remettre avec leur devoir un formulaire de déclaration sur l'honneur, comme quoi ils n'ont pas plagié. Et ce formulaire, ils l'intègrent très souvent hein, à la fin de leur devoir. Ça fait un seul fichier PDF. Et du coup, ce formulaire ressort régulièrement dans les résultats du logiciel. Donc, il est possible aussi de déposer ce formulaire une fois pour toutes et puis de l'exclure hein, de l'analyse, ce qui permet d'éviter d'augmenter les scores de détection de façon inutile. C'est très utile aussi, par exemple, lorsque l'on soumet un devoir à des étudiants avec un texte qu'ils vont reprendre au début de leur devoir. Hein. Et comme le texte va être le même pour tous les devoirs, eh bien, ça va ressortir faussement. Hein. C'est pas, à ce moment-là, on ne peut pas parler de plagiat, mais ça va ressortir dans les résultats du logiciel. Et là, ben, il est possible aussi pour l'enseignant hein, de déposer le texte de son sujet, de ses consignes hein, sur le logiciel, et puis d'exclure de l'analyse ces éléments-là. Voilà, donc évidemment, ces fonctionnalités-là n'en sont que quelques-unes, hein. Il y en a d'autres, mais ce sont des fonctionnalités particulièrement importantes. Voilà, donc Nicole va maintenant évoquer l'interprétation des résultats. Merci Brigitte. Oui, donc la diapo suivante, les diapos suivantes sont des copies d'écran de mon propre compte Compilatio, ce qui permet de visualiser la première page d'accueil du rapport fait par Compilatio, par le logiciel de détection de similitudes. Alors, les traces grises, c'est parce que j'ai effacé le nom des étudiants qui se trouvaient dans le fichier. Mais pour les points importants pour nous enseignants dans la relation avec l'étudiant, les deux boutons, d'abord, j'ajoute des documents ou je me fais remettre des documents. Évidemment, dans le premier cas, j'ajoute des documents. L'étudiant ne sait pas nécessairement, on peut ne pas lui dire que son document est analysé. Dans le second cas, bien évidemment, l'étudiant est au courant puisqu'il ou elle remet le devoir. Donc ça, c'est un premier point de discussion dans son fort intérieur ou avec les équipes pédagogiques d'ailleurs. Est-ce qu'on s'autorise à passer au logiciel entre guillemets anti-plagiat les devoirs des étudiants sans les en informer? On pourra en discuter par la suite ensemble. Le deuxième élément important dans la page, tu peux revenir Brigitte? Pardon. C'est le pourcentage de similitudes trouvées. Il y a du vert et en dessous de 5%. Et puis, il y a 27% en rouge, puisque par défaut, le seuil de similitude est fixé à 25%. Mais on peut modifier ce seuil-là. Là aussi, si on modifie trop en transcrivant de la même, il peut y avoir des attentes différentes pour l'étudiant à voir. Moi, j'avoue que je n'ai jamais modifié, j'ai laissé les 25%. L'autre élément important, c'est qu'on peut enlever les guillemets, les citations entre guillemets dans le devoir de l'étudiant ou l'étudiante.
Dans ce cas, c'est ce que j'ai fait. On voit par la suite. Là, tu peux passer, Brigitte. Le taux de similitude tombe à 21%, ce qui reste encore élevé. Donc, il faut aller voir ce qui se passe dans ce cas-là. Alors qu'en dessous, on peut se dire que, encore que, il peut y avoir des faux négatifs, mais il y a moins de problèmes. Mais on va en discuter après des conclusions qu'on peut en tirer. Tu peux revenir sur juste la diapo précédente. Je voulais signaler, il y a un petit résumé des 3 types de similitudes que propose Compilatio. À l'identique, supposé accidentel, identique, on est dans un copier-coller presque mot à mot. Supposé, les modifications ou les mots sont pas à la suite, et accidentelles sont des phrases courantes qui ne peuvent pas être considérées comme plagiat. Et là, tu peux passer, Brigitte, à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, on a la liste des différentes sources. On voit qu'il y a donc des liens web, et puis d'autres, des documents grisés avec des documents et rendus anonymes. Ce sont justement les documents stockés d'autres étudiants ou enseignants ou chercheurs stockés dans la base interne de compilation, qui sont les plus fréquents. Et dans l'exemple, là, tu peux passer à la diapo suivante. Dans le cas que nous présentons, il y avait quand même 18% de sources très probables. Alors là, on est dans la diapo 18. Encore, il m'en manque la 19. Pardon. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de C'est problème. bon? Oui, non, encore. Il faudrait… Bon, on va rester sur celle-là. Ça va aller très bien. Je pourrais évoquer… Donc, j'ai donc été voir puisqu'il y avait plus de 20% de similitudes avec certains textes. Et donc, on a une zone qui apparaît lorsqu'on clique sur voir les sources. Et c'est un cas tout à fait intéressant. D'abord parce que le logiciel a repéré 20 mots similaires, mais qui ne sont pas les uns à la suite des autres. Hein. Donc, donc, j'ai mis quelques-uns des mots. Dans l'ensemble du passage qui constitue la copie d'écran, il y a une vingtaine de mots similaires, assez proches, mais pas à la suite, hein, avec des textes le texte en PDF qui est signalé par le logiciel. C'est un cas tout à fait intéressant, d'abord parce que ce n'est pas du copier-coller mot à mot avec des mots qui se suivent. On est dans le cas de la paraphrase et donc dans un cas très compliqué à évaluer, tant pour le logiciel d'ailleurs, mais là on voit précisément que le lociel repère ce type de paraphrase. Mais pour nous enseignants, est-ce qu'on considère de la paraphrase même sourcée, même référencée comme du plagiat quand il y a un trop grand nombre de mots similaires dans un passage assez court ou non? Donc là aussi, ça renvoie à des attentes possiblement différentes entre enseignants vis-à-vis de ce type de plagiat. Pour ma part, tu peux passer dans la diapo suivante. J'ai considéré j'ai considéré qu'il n'y avait pas plagiat. D'abord parce que la paraphrase était sourcée, référencée, que les mots étaient quand même relativement éloignés et sur des théorisations qui rendaient très difficile l'usage de mots différents, comme il y avait du notionnel et il aurait été peu avisé, peu judicieux de transformer ces mots-là. Donc, je n'ai pas considéré que c'était du plagiat. Et autre élément important, c'est que c'était un mémoire de master, l'ensemble du mémoire était de très bonne qualité. Je conclurai en disant, mais Brigitte y reviendra, ce n'est pas le logiciel qui prend la décision d'estimer qu'il y a plagiat.
c'est bien nous, enseignants, qui pouvons le faire. Oui, tout à fait. Et David, tout à l'heure, hein, via le clavardage, disait qu'il n'aimait pas cette appellation de logiciel anti-plagiat. Nous sommes tout à fait d'accord. Il y a une ambiguïté hein, qui est souvent entretenue via cette appellation. Et je crois que le seul qui affiche clairement les choses, c'est Urkund hein, dans ses pages web, qui affiche clairement « Nous ne déterminons pas s'il y a eu fraude hein, ». Donc, le logiciel révèle bien des similitudes textuelles, mais pas la fraude. Et comme l'exemple que vient de dérouler Nicole le montre, c'est bien à l'enseignant de décider hein, s'il y a fraude ou pas. Voilà. Alors, effectivement, on a vu que les logiciels fonctionnent plus ou moins bien, détectent plus ou moins bien un certain nombre de choses. Nous voudrions revenir maintenant sur cette diversité des cas de formes de plagiat hein, et du coup la complexité des cas à détecter. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur une typologie. Alors, c'est une typologie qui est hybride, qui est tirée des travaux de Weber-Wulff, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Et puis, on peut retrouver aussi cette typologie, une partie de cette typologie dans un texte de Francis Lebon de 2012, dans un ouvrage collectif qui est les actes d'une conférence sur le plagiat académique. Alors, cette typologie des formes de plagiat, elle est intéressante parce que elle montre la difficulté qu'il y a à gérer tous ces différents cas. Le cas le plus simple, c'est le copier-coller, hein, ce qu'on peut appeler le plagiat complet, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire le plagiaire va identifier un texte, il en fait un copier-coller intégral, hein, ou en tout cas une bonne partie verbatim, sans mentionner la source, et il va le soumettre en tant que travail personnel. Hein, donc ce type de plagiat, c'est le type de plagiat qui fait l'unanimité contre lui. Et il est traité par tous les logiciels, hein, mais évidemment, la qualité des résultats des logiciels va dépendre de la base des sources qu'ils utilisent. Le deuxième type de plagiat, hein, c'est le plagiat déguisé ou par dissimulation. Alors, c'est en fait une forme de plagiat qui recourt à la paraphrase, mais sans citer les sources qui ont été utilisées. Donc, dans cette forme de plagiat, le plagiaire va copier le texte d'une source, mais il va déguiser son emprunt, hein, par exemple en supprimant quelques mots, en remplaçant certains termes par des synonymes ou en changeant la forme des verbes. De ce fait, il tente de dissimuler son emprunt et évidemment, il ne cite aucune source, il n'indique aucune source dans son travail. Alors, ces formes de plagiat déguisé sont traitées par certains logiciels, pas par tous, hein, mais maintenant, de plus en plus de logiciels traitent ces formes de plagiat déguisé. Troisième forme de plagiat, c'est ce que Weber-Wulff appelle agiter et coller. Alors, agiter et coller, c'est un peu comme les copier-coller ou le plagiat complet, sauf que là, l'étudiant va s'inspirer de plusieurs sources, hein, et des sources différentes. Et donc, il va copier des paragraphes hein, de différentes sources différentes et puis les compiler. Ou parfois, il va prendre de différents paragraphes d'un même document et les compiler dans un ordre différent des textes d'origine. Voilà, donc cet agiter et coller, ça va donner un texte, un devoir où chaque paragraphe est rédigé de manière très très correcte, hein, mais où on saute un peu du coq à l'âne d'un paragraphe à l'autre
Il n'y a pas de transition claire. Voilà. Donc, cette forme de plagiat est en général bien traitée par la plupart des logiciels. La quatrième forme de plagiat, c'est le raccommodage ou patchwriting. Donc là, c'est du plagiat déguisé, mais en recourant à plusieurs sources. Et c'est aussi parfois la compilation de textes de diverses sources, mais au lieu de prendre un paragraphe entier, l'étudiant ou l'étudiante ne va prendre que des bribes de phrases. Donc des parties de phrases qui vont être collées et qui vont être raccommodées les unes avec les autres. Voilà. Donc cette technique-là de plagiat est assez bien détectée par la plupart des logiciels. Une technique intéressante que j'ai découverte en préparant ce webinaire, c'est le sacrifice du pion. C'est une expression qui est que Weber-Wulff attribue à Benjamin Lahussen, un docteur en droit de l'Université de Berlin en 2005, mais d'autres disent qu'elle est beaucoup plus ancienne. Alors, c'est une analogie avec le jeu d'échecs, évidemment. Au jeu d'échecs, on peut tout à fait sacrifier un pion parce que on sait qu'en jouant ainsi, on va prendre une plus grosse pièce de l'adversaire ensuite. Donc, le sacrifice du pion, ici, c'est le fait de citer correctement un très court extrait de la source et éventuellement de mentionner le nom de l'auteur en note de bas de page. Mais en fait, sur les pages suivantes, l'emprunt va se poursuivre beaucoup plus longuement et souvent mot pour mot. Et là, à ce moment-là, ça n'est pas signalé. Donc, c'est une stratégie d'autant plus troublante que le fait qu'il y ait une brève citation à un moment donné d'une source extérieure rend encore plus plausible la production qui est plagiée. Voilà, donc c'est une forme de plagiat qu'on peut rencontrer aussi dans les devoirs des étudiants. Alors, autre forme, la citation copiée. La citation copiée, c'est lorsque le plagiaire va reprendre mot pour mot une source, mettons B, la source B, et cette source B, elle en cite une autre, la source A d'origine. Et donc, le devoir va bien mentionner, citer la source A, mais pas la source B dont il a copié mot pour mot la citation. Alors, ça peut être le cas, par exemple, quand des étudiants s'inspirent de notes de lecture ou de comptes rendus critiques d'ouvrage. Ils vont bien mentionner l'ouvrage en question, mais ils vont éventuellement reprendre le texte de la note de lecture ou de la note critique sans mentionner l'auteur de cette note critique. Alors, est-ce que les logiciels détectent bien cette forme de citation? Tout dépend de la source, d'où sont les sources dont c'est tiré. Un type de plagiat qui pose beaucoup de problèmes aux logiciels actuels, c'est le piratage de traduction de textes étrangers. Désormais, on a accès en ligne à des logiciels de traduction automatique qui sont même accessibles complètement gratuitement et dans lesquels il suffit de copier-coller un extrait d'un texte écrit dans une langue étrangère et reprendre la traduction. Donc, ça, c'est une stratégie qui peut être adoptée par certains plagiaires qui vont employer la traduction d'un texte étranger sans en mentionner la source. C'est aussi une stratégie qui peut être utilisée par certains plagiaires, de prendre un texte dans leur langue, dans la langue dans laquelle ils vont rendre le devoir, et puis de le faire traduire plusieurs fois en passant par plusieurs langues par ce type de logiciel. Et du coup, il va y avoir des changements à chaque traduction qui vont quelque part faire en sorte que le texte final qui va être obtenu, le plagiat ne peut plus être détecté par les logiciels de détection de similarité.
Voilà, ce sont des stratégies qui ne sont pas rares. Voilà. Et puis, dernière forme de plagiat mentionnée dans les typologies, souvent c'est le plagiat structurel. Alors ça, c'est une forme de plagiat qui est très difficile à détecter à l'heure actuelle. Dans cette forme de plagiat, on va reprendre le plan de quelqu'un d'autre, l'enchaînement des arguments et parfois la sélection de citations de l'autre personne, ou même les notes de bas de page qui seront utilisées, mais sans donner de crédit à la source. Alors évidemment, ce type de plagiat est assez difficile à déterminer parce qu'il faut lire les deux textes très très attentivement pour voir ce qui a été repris. Cette forme de plagiat, à ma connaissance, est assez mal gérée à l'heure actuelle par les logiciels, mais c'est aussi très difficile à gérer par les enseignants eux-mêmes. Voilà, et puis nous avons ajouté l'autoplagiat. Alors, la définition de l'autoplagiat dans le monde scientifique, elle est assez discutée et controversée, mais pour les étudiants, dans le contexte des travaux qu'ils rendent, on peut parler d'autoplagiat lorsqu'un étudiant va rendre à un enseignant un devoir qu'il a déjà fait évaluer par un autre enseignant dans le cadre d'un autre cours. Et bien évidemment, même s'il est lui-même l'auteur du devoir qu'il a rédigé, le fait qu'il ne signale pas que le travail a déjà été évalué dans un autre cadre, ça constitue une fraude. Voilà, donc l'autoplagiat, c'est véritablement quelque chose qui est difficile à détecter sans logiciel dédié et sans base de documents propres à une institution. Donc c'est une forme de plagiat qui n'est pas si rare que ça. Simplement, pendant très longtemps, elle a peut-être été moins détectée que d'autres, parce que sauf accident, discussion entre enseignants, si on n'a pas ces logiciels qui partagent une base de documents, on ne peut pas le détecter. Il est très difficile, en tout cas, de détecter ce type de fraude. Voilà, donc évidemment, ces logiciels de détection de similitudes ne sont pas tout puissants. Ils ne peuvent pas non plus détecter le plagiat quand il concerne des images. Donc, il peut s'agir de figures, de graphiques, ou voire de textes sous forme d'image. Si un texte est fourni sous forme d'image, on ne peut pas, évidemment, il ne sera pas détecté, il ne sera pas analysé, et donc va passer outre la détection. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre de sources encore qui ne sont pas numériques. Un plagiat qui s'appuie sur un ouvrage imprimé qui est emprunté à la bibliothèque, évidemment, ne va pas être détecté. Alors, on a tendance parfois à l'oublier, mais ces sources non numériques peuvent constituer des sources importantes pour les plagiaires, qui, justement, face à la mise en place de logiciels de détection dans les universités, peuvent recourir à ce moyen-là en se disant que de cette manière, ils seront moins détectés. Et puis, évidemment, les logiciels de détection ne vont pas détecter les travaux qui ont été sous-traités ou qui ont été achetés, ce qu'on appelle la tricherie contractuelle, ou en anglais le contract cheating, c'est-à-dire le fait de payer, de rémunérer quelqu'un. Il y a des entreprises qui font commerce de ça, des petites entreprises qui font commerce de ça et qui permettent de faire sous-traiter ces devoirs. Et c'est d'ailleurs un argument publicitaire des gens qui se livrent à ce type de commerce un peu particulier, que de mettre en avant l'absence de plagiat dans les produits qu'ils fournissent, en disant que souvent ils garantissent en fournissant un rapport d'un logiciel de détection à l'appui. Voilà, donc c'est cette forme de tricherie
elle peut être quand même rattachée au plagiat, puisque c'est pas l'auteur qui a rédigé, c'est pas l'étudiant qui a rédigé son devoir, hein, il a fait rédiger par quelqu'un d'autre. Et donc, ces étudiants qui sont peu scrupuleux et qui en ont les moyens financiers peuvent continuer à sous-traiter leurs travaux en toute tranquillité. Ce ne sont pas les logiciels de détection qui vont les embêter à ce stade. Ceci étant, je crois que c'est l'année dernière, Turnitin a annoncé qu'il allait s'attaquer au problème, hein, en utilisant une stratégie pour reconnaître un style d'écriture et caractériser le style d'écriture d'un étudiant. Bon, pour le moment, ça reste une annonce et ça pose aussi d'autres problèmes, hein, que cette stratégie-là. Parce qu'on peut souhaiter, par exemple, que pour un étudiant qui arrive à l'université, son style s'améliore au fur et à mesure qu'il étudie et que son style évolue. Hein, donc, cette automatisation, hein, de détection de style est très, très polémique à l'heure actuelle. Voilà, donc on sait bien que les logiciels s'améliorent peu à peu, hein, mais on sait aussi que les fraudeurs font preuve d'ingéniosité et trouvent la plupart du temps des moyens de contourner les algorithmes de ces logiciels. Hein, et ça, tant que l'homme sera sur Terre, je crois que cette course-là continuera. Hein, dès que les logiciels trouvent une parade ou s'améliorent sur un plan, évidemment, il y aura toujours des personnes créatives, suffisamment créatives pour inventer de nouveaux procédés pour tricher. Alors, une illustration du fait que les logiciels s'adaptent aux ruses, justement, des fraudeurs. Hein. Au début de la mise en place de ces logiciels de détection de similarité, une stratégie employée par les fraudeurs, c'était de remplacer des caractères par des autres. Hein. Par exemple, là, vous voyez, j'ai composé un petit texte qui est dont le premier paragraphe est un copier-coller intégral d'un article que j'ai écrit il y a longtemps. Et dans lequel je me suis amusée à remplacer tous les espaces entre les mots par des caractères de la même couleur que l'arrière-plan. Vous le voyez d'ailleurs là, dans le traitement de texte. Le traitement de texte me souligne les passages concernés, hein, parce qu'il n'arrive plus à détecter les termes. Donc, bon, ça représente un petit peu de travail de faire ça, hein, mais avec les fonctions de remplacement automatique des traitements de texte, c'est pas si difficile que ça va assez vite. Hein. Alors, comment les logiciels traitent-ils cela? De différentes façons. Là, vous voyez, par exemple, avec Copilation, il va indiquer qu'il n'a pas pu reconnaître la langue, hein, du document. Hein, donc, il affiche attention, la langue de certains passages de ce document n'a pas été reconnue. Assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'une tentative délibérée d'altération du texte. Et là, la portion de texte non reconnu est relativement importante, 21%. Donc, ça doit évidemment mettre la puce à l'oreille. Et quand on regarde le détail du document, on voit que le texte analysé apparaît avec tous les caractères de la même couleur. Hein. Donc, la ruse, la fraude, on peut la voir facilement. Voilà, donc, le problème des logiciels, hein, c'est que ces logiciels à l'heure actuelle détectent encore ce qu'on appelle des faux positifs, hein, c'est-à-dire vont indiquer des scores de plagiat significatifs, mais alors qu'il ne s'agit pas de plagiat, c'est par exemple parce que ce sont des phrases qui sont très courantes, hein, ou encore lorsque l'auteur a eu recours à un logiciel de traduction mais sans malignité du tout, hein, pour traduire ses propres mots à lui via un logiciel de traduction en ligne. Et donc, du coup, il y a des bases comme peut-être que vous connaissez la base Lingui, hein, où on a beaucoup de cas de traduction qui sont déposés. Et de ce fait, on va trouver toujours les mêmes expressions dans les productions qui s'en inspirent. Faux positifs aussi qui, là, n'ont rien à voir avec les logiciels, mais qui sont liés à l'harmonisation des pratiques.
hein, en cas de double dépôt d'un devoir. Ça peut arriver, par exemple, pour des mémoires de thèse, où le directeur ou la directrice de thèse peut décider de passer le mémoire au logiciel. Et puis l'école doctorale, hein, il y a de plus en plus d'écoles doctorales en France qui procèdent de la même manière. Quand elles reçoivent le mémoire, elles le passent aussi au logiciel. Et s'il a déjà été déposé par le directeur ou la directrice, évidemment, ça ressort avec un taux de plagiat très important. À l'inverse, hein, il existe encore beaucoup de faux négatifs, c'est-à-dire des cas qui ne sont pas détectés, hein, comme on l'a vu juste auparavant. Donc, les logiciels, hein, encore une fois, ne sont absolument pas tout puissants. Alors, très vite, hein, la question du droit, parce que c'est une question qui a été soulevée au début de l'existence de ces logiciels. Est-ce que déposer les travaux des étudiants dans la base du logiciel, c'est compatible avec le droit, et en particulier avec leur droit d'auteur à eux, hein. Alors, il y a eu un cas aux États-Unis, hein, d'étudiants qui avaient effectivement déposé plainte parce que leur mémoire avait été déposée dans les bases d'un logiciel, en disant que ça contrevenait à leur droit d'auteur, puisque le droit moral de l'auteur, en tout cas en France, inclut le droit de divulgation et de diffusion. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Bon. Donc, ces questions de droit ont été résolues en général, hein, en disant que ça ne posait pas de souci de droit de déposer un devoir d'étudiant dans ces bases de logiciels. En revanche, il faut effectivement être vigilant. Ça nous arrive par exemple que des étudiants, notamment en master, fassent un stage dans une entreprise sur une mission qui doit rester confidentielle. Et évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas archiver leur rapport de stage dans la base. Donc là, c'est à l'enseignant à être vigilant et à avoir conscience de ces risques-là. Nicole ? Oui. Oui, alors je vais faire rapidement parce que je crois qu'on va déborder. On a 1h30 et pas 2 heures, hein. Donc il nous reste un quart d'heure, donc je vais aller très vite. L'autre problème avec les données personnelles des étudiants réside dans, d'une part, le fait d'anonymiser ou pas leurs devoirs, ce que permet de faire les logiciels, comme Brigitte les a nommés professionnels, ce que généralement nos universités achètent, ce qui n'est pas forcément le cas avec le logiciels gratuits ou faussement gratuits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est une question qui émerge un peu comme toute problématique technologie pour l'éducation, EdTech, c'est effectivement de savoir si le modèle de l'exploitation commerciale des données personnelles des étudiants est appliqué par tel ou tel logiciel. Alors, on peut imaginer que le logiciel professionnel, pour le modèle de l'abonnement, n'ont pas recours à ce type de modèle de financement, mais ça pourrait, il faut quand même être vigilant et poser ce type de questions lorsque on s'engage à acheter ce type de produit. Donc, pour ça, je ne vais pas développer plus. Et je voulais dire quand même sur le problème de la confidentialité, même si les logiciels assurent une certaine confidentialité, il peut y avoir des bugs, et c'est le cas qui est arrivé à un logiciel, donc compilation, mais ça peut arriver à d'autres. Donc, le fait qui a été détecté par ces chercheurs qui travaillent autour de cette chercheuse allemande de référence qui compare les logiciels anti-plagiat. Compilation avait une option qui paraissait sympathique, qui était de faire passer le lien d'un document, d'un rapport via les réseaux sociaux numériques. Or, c'était une entrée
une possibilité ensuite de voir un certain nombre de documents, mais compilation l'a corrigé immédiatement. Mais pour dire, il peut y avoir ce type de problématique. Pour quelles conséquences, on va aller très très vite. Je te redonne la main pour les conséquences, Brigitte. Ou simplement dire qu'il vaut mieux demander aux étudiants de rendre anonymes leurs devoirs, au moins sur les pages de titre, sait-on jamais, dans le nom du fichier, même si la problématique des données utilisées à des fins commerciales, là par contre, les étudiants ne peuvent pas l'éviter puisqu'ils sont identifiés avec leur nom d'étudiant, éventuellement leur filière, quand ils ont accès à l'ENT de l'université, enfin le bureau virtuel dans lequel se trouve le logiciel. Et l'autre point, je ne sais pas si tu voulais ajouter un point, Brigitte, sur les conséquences qu'on peut tirer autour de ces problèmes de droit potentiels. Oui, il y a certaines universités qui incluent dans leur formulaire de déclaration sur l'honneur le consentement, le fait que les étudiants donnent de façon explicite leur consentement pour que leurs travaux soient déposés dans les bases de logiciels. Bon, normalement, il n'y a pas de questions de droit qui sont impliquées dans ces logiciels, mais comme Nicole l'a souligné, tous les logiciels peuvent avoir des bugs, et donc il vaut mieux être prudent et ne pas déposer des choses qui soient véritablement sensibles ou confidentielles. Voilà. Le fait de déposer des travaux anonymés par les étudiants, ça ne résout pas le problème parce que ça n'empêche pas que ces documents-là pourront être exploités s'ils sont mis au grand jour, par ailleurs. Voilà. Un dernier point pour qu'on puisse un peu discuter, parce que je vois que dans le clavardage, il y a des idées intéressantes, donc ça peut être intéressant de vous entendre aussi, sur les expériences des étudiants et des enseignants. J'ai cité, Brigitte, si tu peux faire passer la diapositive, une référence de chercheurs dans les pays scandinaves qui ont fait à la fois un travail empirique après introduction de Turnitin dans leur établissement auprès des enseignants et des étudiants. Et en même temps, l'état de la question est excellent parce qu'il y a énormément de travaux empiriques sur ces retours d'expérience étudiants-enseignants. Donc, il y a une très bonne synthèse de l'ensemble de ces études. Donc, si on résume les retours étudiants, les expériences étudiantes, contrastés. À la fois, il y a des éléments positifs. Certains disent apprécier d'avoir les rétroactions que constituent les rapports d'analyse des logiciels. Mais comme toujours dans le numérique, ceux qui tirent le meilleur profit de ce type d'expérience, d'analyse, ce sont les étudiants qui ont le moins de difficultés. C'est repéré par ces chercheurs, mais ça n'est pas étonnant parce que c'est toujours le cas, quels que soient les travaux, la tâche, l'activité avec le numérique. Malheureusement, c'est le constat très fréquent qui est fait. Le deuxième point, dans les appréciations négatives, les étudiants aussi remarquent parfois qu'il y a des faux positifs, ils n'ont pas du tout l'impression d'avoir plagié, ils ont reformulé et pourtant ils ont un rapport d'analyse qui n'est pas très bon, avec un taux de similitude assez fort. Mais peut-être le plus important pour nous, c'est la crainte que les enseignants les évaluent à partir de ce rapport d'analyse du logiciel et moins avec une lecture approfondie et commentée de leurs devoirs. Les étudiants expriment cette crainte. Et autre constat que l'on retrouve dans les différentes études empiriques, c'est que l'utilisation d'un logiciel anti-plagiat suppose qu'ils vont être malhonnêtes et donc suppose que les enseignants sont méfiants et ce qu'ils n'apprécient pas trop. D'une part, ça perturbe la relation avec l'enseignant et ça peut aussi leur faire perdre confiance en eux. On sait que c'est important.
Il y a des travaux qui utilisent cette notion de confiance en soi qui joue dans la réussite universitaire. Et puis, alors, pour vous dire à quel point la situation est devenue compliquée pour les étudiants aujourd'hui avec l'existence des logiciels anti-plagiat, ce sont par hasard, j'ai retrouvé dans le forum Jeux vidéo en 2018, je n'ai cité qu'un, dans la deuxième partie de la diapositive, un étudiant qui dit avoir payé 3 logiciels anti-plagiat. Il précise, oui, il y a de l'enjeu. Donc, il cite les logiciels. Il n'obtient pas le même pourcentage de similitude. Et il se demande si, in fine, avec le logiciel anti-plagiat de son université, il va être considéré comme plagiaire. Donc, on voit quand même le stress. Les étudiants arrivent à payer des logiciels pour tester avant de tester avec le logiciel de l'université, puisque l'enseignant aura immédiatement l'analyse de son devoir, de son texte. Expression de problème pour les étudiants dans Twitter à propos de Turnitin. On voit un juron et puis un étudiant ou étudiante qui dit que 44% de son papier est considéré comme plagiat alors que chaque phrase a été littéralement ce que ça signifie. On voit bien qu'il y a surprise de l'étudiant. Donc, c'est quand même très compliqué d'être étudiant de nouveau, on le savait, et les logiciels anti-plagiat sont… alors, est-ce qu'ils sont une aide on va le voir avec les retours d'expérience des enseignants. Espérons qu'ils sont une aide parce qu'on voit que ça complique pas mal la vie des étudiants et leur bien-être. Pour les étudiants, pour les enseignants, un certain nombre de constats pour dire que ça sensibilise les étudiants au plagiat et que ça incite les étudiants à travailler leur écriture. Donc, il y a un effet positif du point de vue pédagogique. Pour les enseignants eux-mêmes, oui, pour repérer le plagiat. Certains disent que ça les aide à repérer le plagiat. Dans les aspects négatifs, ce sont ceux que nous avons cités. Pas toujours fiables, les faux positifs, les faux négatifs. Et puis, bien sûr, que le logiciel prend du temps. Hein, on l'a vu avec l'exemple. Il faut aller voir ce que signifie ce taux de similitude. Ça prend un certain nombre de temps. On l'a constaté dans nos expériences personnelles. D'ailleurs, on l'a mis également dans la diapositive. Voilà. Un point important, très peu de données empiriques sur l'usage pédagogique. On a des expressions qui sont des impressions d'enseignants ou d'étudiants, mais on a peu de données empiriques pour évaluer l'intérêt d'un usage proprement pédagogique, de retravail de l'écriture des étudiants. Voilà pour ces 2 points de retour d'expérience étudiants et enseignants. Voilà, donc on pourrait se dire, mais au moins on pourrait utiliser ces logiciels et les mettre à disposition des étudiants. Hein. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a des logiciels qui sont vraiment dédiés aux étudiants, hein, qui ciblent les étudiants à l'heure actuelle dans le marché des logiciels. Mais on pourrait se dire, finalement, celui que l'institution utilise, on pourrait l'utiliser de façon pédagogique en donnant accès aux étudiants aux résultats. Alors, il n'est pas du tout certain que ça aide beaucoup dans la situation. Évidemment, ça peut éviter aux étudiants de payer eux-mêmes un logiciel. On a vu dans l'exemple que Nicole a mentionné de cette conversation sur le forum jeux vidéo. Hein, mais ça a un vrai coût pour l'institution. Est-ce que ça va dissuader ceux qui veulent vraiment frauder de recourir à l'achat de devoirs tout faits Sur ce point-là, les auteurs ne sont pas d'accord. Et puis finalement, il y a beaucoup de retours aussi d'enseignants qui disent ou de chercheurs qui disent que le fait de mettre ces logiciels à la disposition des étudiants, en fait,
ça va surtout permettre aux tricheurs de mettre au point des techniques de contournement, et plutôt de qu'ils se focalisent sur les objectifs d'apprentissage. Ces tricheurs vont chercher à modifier par des reformulations successives leurs devoirs jusqu'à ce que le plagiat ne soit plus détectable. Donc, mettre les logiciels à la disposition des étudiants, ça n'est pas généralement reconnu comme une solution. En revanche, ce qui est possible, c'est d'ajouter un accompagnement, c'est-à-dire, par exemple, de leur demander de rendre leurs devoirs une semaine avant le rendu final, un brouillon qui soit pratiquement définitif, le passer au logiciel et faire à ce moment-là un retour circonstancié aux étudiants pour leur indiquer les problèmes éventuels qui ont été détectés et leur recommander d'y remédier. Mais l'accompagnement reste absolument nécessaire. Et justement, c'est un problème que l'on rencontre aussi ici, puisque un des avantages de recourir à ces logiciels, c'est de pouvoir examiner un très grand nombre de devoirs d'étudiants rendus à la fois. Mais là, à ce moment-là, si on veut faire un accompagnement, lorsqu'on a des effectifs étudiants très, très importants, ça devient mission impossible pour les enseignants-chercheurs, même les plus impliqués et les plus consciencieux du monde. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vous solliciter pour des retours d'expérience? Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu recours à de tels logiciels ou non? Vous pouvez éventuellement faire vos retours d'expérience par le clavardage, en nommant, si vous le souhaitez ou pas, si vous ne souhaitez pas le nommer, le logiciel au début de votre message et en indiquant ce que vous avez pensé du recours à ce logiciel d'un point de vue pédagogique. Voilà. Et comme l'heure a avancé très très vite, si vous voulez clavarder, vous pouvez, mais je vais quand même aborder la conclusion. Bon, ce qu'on sait, c'est que ces logiciels, effectivement, ils peuvent être dissuasifs contre la tentation de plagier. C'est d'ailleurs un des arguments commerciaux que l'on retrouve le plus fréquemment sur les sites de ces logiciels. C'est le côté dissuasif, arme de dissuasion massive, on pourrait dire. Bon, on ne va pas nier que ces logiciels-là peuvent apporter des aides pour apporter la preuve d'un plagiat, mais ces aides, elles restent partielles. Elles restent partielles puisqu'on l'a bien vu. Ces rapports des logiciels doivent être véritablement bien analysés, puisque ce qui est signalé comme similarité n'est pas toujours forcément pertinent et ne correspond pas forcément à du plagiat. Et puis, il y a des cas qui ne sont pas détectés. Donc, l'idée, c'est de rendre systématique la vérification. Un des cas très utiles, c'est les cas d'autoplagiat. Effectivement, puisque dans les moteurs de recherche, par nous-mêmes, on ne va pas détecter du tout les cas d'autoplagiat. Mais là encore faut-il que tout le monde utilise le logiciel. Si tout le monde ne dépose pas ses devoirs, eh bien l'autoplagiat ne sera pas non plus détecté. Donc, j'espère que vous l'avez compris, ces logiciels ne doivent en aucun cas se substituer à l'appréciation des formateurs. Ce sont eux qui restent le juge ultime pour savoir s'il y a eu fraude ou pas. On voit dans certains pays se développer des débats, par exemple en Grande-Bretagne ou même aux États-Unis, dans certaines institutions. On va laisser le choix aux étudiants de choisir des sans détection obligatoire pour ne pas leur imposer que leurs devoirs soient passés à ces logiciels. Bon, donc, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de contestations autour du recours à ces logiciels-là. Et puis,
Bon, on a essayé de parler de la transparence de ces logiciels, mais ce sont des logiciels commerciaux, hein, donc ils ont leur marque de fabrique, leur secret de fabrication. La question qu'on pourrait se poser, c'est quand est-ce qu'on pourra disposer de logiciels libres et transparents dans ce domaine-là, hein, puisque ce serait la moindre des choses que la communauté universitaire sache exactement dans le détail comment fonctionnent ces logiciels. Voilà, je pense que vous aviez… Non, je vais jouer au badminton avec Sylvie. Oui, prendre la parole, oui. Qui est-ce qui voulait prendre la parole, David? Ouais, je serais allé si je n'étais pas… Je l'ai engagé à faire du badminton. Émilie? Amélie? Monsieur Plante, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Alors… c'est le micro de Daniel Plante qui… la main pour prendre la parole. Oui. Bon, en fait, c'était seulement pour revenir sur tout le questionnement par rapport au logiciel ou outils de détection de plagiat. Vous demandiez tantôt quels étaient notre vécu ou nos expériences. J'ai essayé la plupart des outils gratuits parce qu'il y a aussi différents outils concurrents gratuits. Ils sont intéressants, bien que facilement déjouables. Et voilà, on a aussi eu une bonne démonstration de compilation avec Aurélie, notre représentante. L'outil est de grande qualité, je dois quand même leur attribuer, là. Je dois leur reconnaître. L'outil est de grande qualité, il est efficace pour effectivement la détection de similarités entre les différents travaux remis. Mais il en demeure pour moi que je reviens avec le même argument que Nicole Perrault. Il y a de nombreuses autres alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, pour la croissance et le cheminement de nos étudiants. J'essaie de me concentrer dans ce que je dis versus ce que j'entends dans l'autre micro. Mais voilà, je trouve que les outils sont de qualité, ils ont beaucoup évolué, ils sont beaucoup adaptés à la réalité du milieu, à la réalité de nos jeunes, mais effectivement, ça pousse constamment nos jeunes à s'adapter de leur côté également à la qualité des outils, alors que si on passe plutôt par la préparation pédagogique puis les alternatives pédagogiques, il me semble que c'est beaucoup plus constructif. Oui, peut-être je peux répondre. En France, paraît-il que nos grandes écoles, les écoles de commerce, c'est-à-dire pas l'université, utilisent les logiciels anti-plagiat de façon assez drastique, avec des conséquences assez difficiles pour les étudiants. Bon, nous, ce n'est pas le cas à l'université. On reste quand même dans une approche pédagogique. Si on voit un taux de similitude important, on reviendra vers l'étudiant pour retravailler. Mais, il y a un risque de glissement dans les années à venir, en se disant qu'ils sont de plus en plus efficaces, justement, d'aller vers une évaluation très sévère des étudiants basée sur des logiciels. C'est le risque. Moi, c'est un peu l'idée que j'avais en préparant le webinaire, d'ailleurs, qui m'a passionnée. On a soulevé différentes problématiques, c'était assez passionnant. C'était moi-même m'auto-sensibiliser à cette problématique parce que on est bien sûr, on a une distance critique, mais elle peut vite être oubliée dans le feu de l'action pendant l'année universitaire avec plein d'évaluations de devoirs. Et je pense qu'il faut la garder bien en tête, hein, les limites de ces logiciels et le meilleur usage, et toujours réfléchir au meilleur usage qu'on peut en faire. Bon, c'est pareil pour tout produire. Je ne sais pas, ça répond un peu à côté, hein, mais je crois quand même que on a à peu près les mêmes inquiétudes partagées et les mêmes interrogations par rapport à ce type de produit. Hein. Et on n'a pas encore de réponse. Est-ce qu'on les écarte? Non, parce que ça a un peu d'aide. Voilà, on est quand même un peu au milieu du chemin par rapport à ce type de produit, je crois. Voilà, la fin du webinaire est arrivée. On n'a pas du tout épuisé le sujet, hein, mais, on a épuisé le temps qui nous était imparti. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation.
Et puis, le prochain webinaire, le 12 avril, sur la créativité. Et ce sera le dernier webinaire de la saison. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Et bonne fin de journée. Et merci beaucoup, Brigitte et Nicole, pour votre animation aujourd'hui. Pour ceux qui veulent avoir accès à la présentation, vous pouvez vous rendre sur le site du GRIA et vous pouvez m'écrire un message si vous voulez avoir l'information, la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement sera affiché sur le site du GRIA. Merci beaucoup.